Alors, bonjour à tous et à toutes. Le FRQ, Fonds Recherche Québec et ses partenaires vous remercient pour votre participation à cette rencontre sur la thématique de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Je m'appelle Marie-Thérèse Duquette, je vous accompagnerai pendant cette matinée. J'ai œuvré au fond du FRQ pendant près de 20 ans à titre de responsable de ce programme des actions concertées qui a donné naissance à cette thématique-là. Puis ensuite comme directrice de programme. Donc, donc un grand plaisir pour moi d'être témoin de l'avancement de la recherche sur cette thématique que j'avais travaillé à initier il y a presque 20 ans. Je suis accompagnée de Nancy Aymon, de la direction de la recherche du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, qui est un peu le porte-parole des partenaires et qui sera aussi pour les questions auprès des équipes une fois les présentations qui seront faites. On vous rappelle que cette rencontre se veut un espace respectueux et sécuritaire pour chacun et chacune. Aucun propos violent, agressif ou irrespectueux ne sera toléré. Nous vous invitons à participer dans le CAM avec ouverture et bienveillance. Merci de contribuer à un échange constructif et respectueux. Par souci du bon déroulement de la rencontre, vos caméras et micros demeurent fermés. Pour les personnes qui se joignent à nous pour la première fois, rappelons que le programme de recherche sur la pauvreté et l'exclusion sociale, qui est un fruit de la collaboration de plusieurs partenaires, est inscrit dans le cadre du programme des actions concertées du Fonds FRQ Société Culture, a été lancé pour la première fois en avril 2006. Alors, on est en 2026, ça fait donc 20 ans, et a fait déjà l'objet de 3 concours, donc on parle plutôt de 3 phases. Certains résultats de recherche menés dans le cadre des phases 1, 2, 3 ont été mis à profit, notamment dans les 3 plans d'action en matière de lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale, afin de rapprocher les processus décisionnels des communautés. Ces plans d'action ont permis d'annoncer notamment le rehaussement de financement destiné aux interventions régionales et locales. Donc, c'est juste une des retombées. C'est donc en 2019, dans le prolongement des 3 premières phases de l'action concertée sur la pauvreté et l'exclusion sociale, que des partenaires de plusieurs horizons se sont associés à l'initiative d'un nouvel appel de proposition, donc cette phase 4 qui a donné lieu aux 2 projets que vous allez voir aujourd'hui, pour soutenir le développement des connaissances autour d'axes qui ont été jugés prioritaires. Donc, pour rendre un peu, bon, pas pour rendre un peu, pour rendre justice à ce véritable lieu de partenariat, on a ici 7 partenaires qui ont été associés à cette démarche dans ce cadre ici. Donc, ministère de l'Éducation et Enseignement supérieur, Immigration, Diversité et Inclusion, Santé et Services sociaux, Travail, Emploi et Solidarité sociale, Société d'habitation du Québec, Secrétariat des aînés et les fonds de recherche du Québec, Société Culture. J'espère que je n'en oublie pas. Nicole, si j'en oublie, tu me dis. Vous entendrez aujourd'hui les résultats de 2 recherches qui ont été financées dans le cadre de cette phase 4 du programme de recherche. Les équipes ont donc une période de 30 minutes pour faire leur présentation. Tout au long de la présentation, vous pouvez inscrire vos questions dans le clavardage, donc dans le chat, et Nancy soumettra les questions à l'équipe à la fin de la présentation. Cette période de réponse aux questions, c'est 15 minutes. Donc, ce n'est pas long dans chaque cas, mais sachez que tout est enregistré, donc vous allez pouvoir avoir accès à l'ensemble des présentations par la suite. Lorsqu'il restera 5 minutes à la présentation, je vais activer ma caméra pour indiquer qu'il vous reste encore du temps pour inscrire vos questions. Et mon rôle dans les faits, c'est vraiment principalement de m'assurer de tenir le temps. Donc, on amorce les présentations avec celle de Catherine Eck. Donc, Catherine, vous me dites si j'ai bien prononcé votre nom, qui sera accompagnée de Anne-Charlotte Latour. Et le projet, c'est l'éducation et la transmission intergénérationnelle du revenu. Précisons que Catherine est professeure titulaire au département des sciences économiques de l'Université du Québec à Montréal. Et elle a tout récemment obtenu une chaire qui portera sur le bien-être des enfants. Elle est spécialiste en économie de l'éducation, du travail et de la santé. Ses recherches s'intéressent au développement du capital humain des enfants et des jeunes et à la transmission intergénérationnelle du revenu et de l'éducation. Elle s'appuie sur de vastes ensembles de microdonnées représentatives des populations d'intérêt pour mener ses travaux. L'étude des programmes et politiques affectant les inégalités de réussite éducative, de santé des enfants et des jeunes sont au cœur de ses travaux. Et je vais laisser à Catherine le soin de présenter Anne-Charlotte par la suite. OK? Donc, c'est à vous. Merci. Je vais présenter Anne-Charlotte tout de suite, comme ça, après ça, on va juste continuer. Donc, Anne-Charlotte est une étudiante de doctorat au département de sciences économiques à l'UQAM.
Elle a presque terminé son doctorat à l'Institut de santé de société. Elle est une fabuleuse étudiante qu'on a eu la chance d'avoir parmi nous, qui va vous présenter, dans le fond, un de ses projets de thèse qui faisait partie de l'action concertée. Donc, merci pour le financement reçu parce que ça l'a permis de financer le travail d'Anne-Charlotte et de financer la base de données qu'on a utilisée. Donc, sans plus attendre, je vais partager mon écran. Attendez, je cherche tout le temps le bouton. Il est là. OK, je l'ai. Voilà. OK. Donc, ben, merci de nous recevoir aujourd'hui pour parler de nos travaux. Donc, l'action concertée, cette action concertée là pour nous contenait vraiment beaucoup de projets. Donc, aujourd'hui, étant donné qu'on a juste 30 minutes, on va se faire un bref aperçu de beaucoup des projets qui ont été faits et on va se concentrer surtout sur le projet d'Anne-Charlotte qui n'avait pas été présenté en détail durant les différentes phases dans lesquelles on s'est rencontrés parce qu'on a eu des problèmes d'accès aux données, de validation, etc. Donc, on remercie évidemment tous les partenaires qui ont permis de réaliser ce travail-là et on remercie évidemment les instituts qui ont permis l'accès aux données. Mais toutes les idées, tous les résultats sont attribuables à nous. Il n'y a rien qui a des erreurs, c'était de notre faute. Donc, l'objectif général de nos travaux, beaucoup de nos travaux se concentrent exclusivement sur la mobilité intergénérationnelle. Et là, ce qu'on voulait faire, c'est entre autres un lien entre, ici, je vous montre l'éducation et la mobilité intergénérationnelle, mais aussi, on va voir, on a regardé le lien entre l'occupation, le choix d'emploi, dans le fond, l'emploi qu'on exerce et la mobilité intergénérationnelle. Donc, c'est de creuser un peu plus la mobilité intergénérationnelle au-delà de la mesurer. Donc, le but, c'était d'identifier s'il y avait des liens qui existaient pour éventuellement penser à peut-être des politiques pour influencer la mobilité intergénérationnelle. Et tout le long du travail qu'on fait ici, la mobilité intergénérationnelle est exclusivement mesurée en termes de revenus, donc la transmission du revenu des parents aux enfants. Évidemment, c'est pas la seule façon de mesurer la mobilité intergénérationnelle. On peut aussi la mesurer, la transmission de l'éducation, la transmission, là, on va le voir, de l'occupation, ça, on va en parler. Mais il y a d'autres aspects de la mobilité qui pourraient aussi être discutés et dont les sociologues sont des experts. Donc, les questions de recherche qui étaient présentes dans cette action concertée-là, c'était les suivantes. Donc, la première, c'était quelles sont les différences observables au Québec, mais là, on va voir, ça va être surtout au Canada, en termes de mobilité intergénérationnelle mesurée par le revenu et l'occupation au sens sociologique des catégories socio-professionnelles, soit les professions et les métiers et leurs qualifications. Et là, on parle surtout des occupations des parents qui se transmettent aux enfants. La deuxième question était quel est le rôle causal de l'éducation parentale père-mère, mais ici on va se concentrer sur mère, puis je sais peut-être un peu pourquoi on a fini par se concentrer sur mère, dans la détermination de la mobilité intergénérationnelle. La troisième question est la question sur laquelle Anne-Charlotte va se pencher, qui était quels sont les facteurs socio-économiques durant l'enfance et l'adolescence qui peuvent le mieux expliquer la mobilité intergénérationnelle au Québec. Donc, quand on a écrit la proposition, on était très concentré sur le Québec, mais quand on est arrivé dans les données, il y a des choses qu'on n'était pas capable de regarder au niveau seulement du Québec parce qu'on n'avait pas toujours assez d'observations ou il y avait des restrictions. Donc, on fait beaucoup le Canada, mais on a regardé souvent le Québec dans le laboratoire de données pour voir s'il se comportait de la même façon, mais on n'était pas nécessairement capable de sortir les résultats pour le Québec spécifiquement. Puis finalement, la quatrième question qui était dans l'action concertée était de regarder un peu étant donné les résultats qu'on avait, qu'est-ce qu'on pouvait recommander ou qu'est-ce qu'on pouvait essayer de réfléchir à pour éventuellement trouver des pistes de solutions. Là, je regarde pas là, je sais pas. On continue. Donc, l'équipe de recherche est composée de plusieurs personnes qui ont contribué à différentes questions. Je vais pas les nommer, mais comme c'est enregistré, vous avez l'équipe ici. Ensuite, les principaux messages clés, donc je vais les dire tout de suite au cas où qu'on ne se rende pas à la fin. Donc, au niveau de la question 1, les choix professionnels, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il explique une part importante de la transmission intergénérationnelle, c'est-à-dire que si on regarde le choix que les enfants font, ça va expliquer entre 20 et 50% de la transmission du revenu. Mais si on regarde, par exemple, plus spécifiquement la transmission de l'occupation des parents vers l'occupation des enfants, là, on parle plutôt de 10%. Donc, la transmission exacte de l'occupation explique pas tant que ça la transmission intergénérationnelle du revenu. Et le choix d'occupation lui-même explique pas la totalité de la transmission intergénérationnelle du revenu.
Donc, ce que ça implique, ces résultats-là, puis c'est vrai pour le Québec et le Canada, c'est que les programmes qui influencent les choix des jeunes sont pertinents pour favoriser la mobilité intergénérationnelle, mais ils sont pas suffisants. Donc, il y a d'autres choses qui doivent être mises en place ici pour favoriser la mobilité intergénérationnelle. Dans notre étude sur les professions, où on avait, juste pour ceux qui étaient là dans les précédentes présentations, vous en rappelez peut-être, mais on avait 500 occupations. Donc, c'est un niveau de détail qu'on voit rarement. Généralement, ça va être des catégories plus de 10-12. Nous, on a 500 occupations, donc on est vraiment dans le micro-détail. Et ce qu'on voyait, c'est que certaines professions particulières qui génèrent typiquement des hauts revenus sont plus souvent accessibles à des enfants qui viennent de familles plus favorisées, et c'est particulièrement vrai pour les médecins. Que ce soit spécialiste ou généraliste, il y a vraiment un phénomène spécifique aux médecins où il y a une plus forte transmission de la profession et donc ce qui réduit la mobilité intergénérationnelle. Donc, un constat qu'on peut trouver de ça, c'est que viser une représentation paritaire selon le genre et le statut socio-économique dans certaines professions, particulièrement les professions où il y a un contact avec la population, ça serait favorable. Quand on parle de paritaire selon le genre et le statut socio-économique, et si on parle aux médecins, par exemple, étant donné qu'ils auront en contact avec toute la population, ils traitent toute la population, ça devient important qu'ils soient eux-mêmes représentatifs de la population. Oups, j'ai été dans le mauvais sens. Troisième message clé, le travail qu'on a fait sur l'éducation des parents et l'éducation plus généralement. Ce qu'on a trouvé, c'est que l'éducation, dans le fond, est vraiment un moteur d'égalisation des chances. Parce que en même temps que l'éducation peut être un moteur d'égalisation des chances, ça peut aussi créer de l'inégalité en soi. Parce que s'il y a une forte transmission de l'éducation qui est présente en même temps que la transmission du revenu, si l'éducation d'une certaine partie de la population augmente, ben en fait, on peut renforcer la transmission intergénérationnelle du revenu. Mais si on est capable de rendre l'éducation plus accessible, en fait, on peut permettre à des gens qui autrement étaient plus dans le bas de la distribution des revenus de soudainement devenir capables d'accéder des rangs plus hauts de la distribution des revenus. Et ce qu'on a remarqué avec les générations que nous, on utilisait, c'est que la transmission de l'éducation de la mère avait permis de réduire ou d'améliorer la mobilité intergénérationnelle. Je disais réduire parce que la mobilité intergénérationnelle s'est quelque peu détériorée avec le temps, mais si les mères n'étaient pas devenues de plus en plus éduquées, ça aurait été encore pire. Donc, le fait que les mères sont devenues de plus en plus éduquées à travers le temps a permis de contenir la hausse de l'immobilité intergénérationnelle. Donc, ce que ça implique, tout ça, c'est qu'il est encore crucial aujourd'hui de miser sur l'éducation et particulièrement aussi les aspirations des jeunes. Donc, il y a d'autres travaux qui ont été faits, là, mais qui parlaient de les aspirations des jeunes. C'est quelque chose qui va peut-être qui va revenir dans la présentation. Aussi, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il existe des importantes différences de genre, tant dans le parcours éducatif que dans la poursuite des études postsecondaires, dans les choix de carrière et dans les facteurs favorisant la mobilité. Donc, le constat que ça nous amène à avoir, c'est que il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits auprès des filles pour les orienter vers les STEAM, ce qui était bien, puis c'est bien de faire toujours encore aujourd'hui. Mais il n'y a pas tellement d'efforts qui sont faits auprès des garçons pour les orienter vers des domaines où ils sont parfois moins présents. Donc, il y a une opportunité là pour égaliser les chances. Ensuite, le dernier message clé que je vais faire avant de rentrer peut-être un peu dans les détails, mais pas trop parce que j'ai laissé du temps à Anne-Charlotte, c'est que tout le travail qu'on fait là, puis d'autres travails qu'on fait en ce moment, dépend de l'accès à des données administratives détaillées. Parce que pour pouvoir aller dans les détails, il nous faut des grands ensembles de données pour pouvoir mettre en perspective ce qui se passe dans des groupes qui sont peut-être des fois plus vulnérables et qui ont parfois été historiquement oubliés parce que dans les enquêtes, souvent, on a de la difficulté à rejoindre les personnes les plus vulnérables, tandis que dans les données administratives, typiquement, ils vont se retrouver. Donc, ça nous amène à conclure que rendre les données accessibles de manière démocratique et sécurisée dans un cadre comme celui de l'Institut de la statistique du Québec ou de Statistique Canada, c'est important pour faire avancer la recherche sur les inégalités. Les deux phases de données principales qui ont été utilisées dans l'ensemble des travaux de cette action concertée-là étaient la base de données qu'on appelle la base de données sur la mobilité intergénérationnelle du revenu, qui est la BDNIR, et que cette
cette base-là est accessible à Statistique Canada et elle a été fusionnée avec les recensements de 1991, 96, 2001, 2006, 2011 et 2016. Euh, Actuellement, la version disponible n'inclut plus de 1991, mais à l'époque où nous on l'a fait, on avait 1991. Euh, et l'autre base de données qu'on a utilisée, celle qui nous a causé un peu de problème, qui fait que Anne-Charlotte a eu des retards dans ses travaux, c'était l'enquête longitudinale sur les enfants et les jeunes du Canada. C'est l'ENNEIGE, une enquête fabuleuse qui avait été faite des années 1994 à 2008, qui a été abolie sous Harper, qui suivait les enfants de manière longitudinale pendant plusieurs années. Et cette base de données-là a été fusionnée, dans le fond, avec la plateforme longitudinale entre l'éducation et le marché du travail de Statistique Canada qui permet de suivre les jeunes dans leurs études postsecondaires et sur le marché du travail via les données fiscales. Et finalement, on a pu, grâce à cette action concertée-là, aller chercher aussi les revenus fiscaux des parents pour pouvoir faire une étude de la mobilité intergénérationnelle avec ces données-là, mais avoir énormément d'informations sur comment les jeunes étaient à l'adolescence. Donc, la question 1 qui était sur les occupations. Elle se base sur les données de la BDM hier. Je vais pas passer à travers tous les détails du tableau, mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a au-dessus de 6 millions d'observations dans cette base de données-là. Mais quand on fait la fusion avec le recensement, si on fait la fusion seulement avec les parents, on se retrouve avec 4 millions d'observations. Et si on fait la fusion avec les parents et les enfants, on se retrouve avec 3 millions d'observations. Donc, ça va vite qu'on perd du monde. Puis quand on regarde 500 professions en plus, ben, il faut avoir beaucoup de volume pour pouvoir faire ça. Donc, c'est avec ça qu'on travaille. Les mesures de mobilité, il y en a plusieurs. Il y a des mesures de matrices de transition. Donc, on regarde d'où part un enfant versus ses parents. Ça va faire des matrices 2 par 2. Il y a de la mobilité intergénérationnelle qui est faite en logarithme. On va regarder le logarithme du revenu des parents sur le logarithme du revenu des enfants. Mais nous, ce qu'on va utiliser beaucoup ici, c'est le modèle 3, qui est le modèle rang-rang, où on explique le rang du revenu des enfants par le rang de revenu des parents. Et on utilise un rang centile, donc ça veut dire que le revenu est classifié de 1 à 100. L'avantage d'utiliser des rangs centiles, c'est que c'est beaucoup plus stable à travers le temps. Anne-Charlotte va utiliser ça aussi, puis Marie, tantôt dans ses travaux aussi, va utiliser beaucoup les rangs centiles. Ça a l'avantage d'être plus stable et que l'âge à laquelle on mesure les revenus est moins susceptible d'influencer nos résultats quand on est dans un cadre de rang-rang versus un modèle logarithmique. Donc ici, tantôt, je vous parlais des médecins, mais je vais aussi vous montrer d'autres professions. Donc, je m'excuse, la figure est en anglais parce que ça a été publié dans un journal en anglais, mais je vais vous l'expliquer. Donc, ici, à gauche, on a des occupations qui ont un haut revenu, qui rapportent un haut revenu, et à droite, on a des occupations qui rapportent plutôt un bas revenu. Et ici, sur l'axe des Y, on a le pourcentage d'enfants qui se retrouvent dans ces occupations-là particulières selon le rang de revenu des parents. Et là, le rang de revenu n'est pas de 1 à 100 comme dit tantôt, mais il est plutôt de 1 à 50 parce que quand on commence à aller dans les micro-détails, on commence à avoir de moins en moins d'observations. Puis dans certains rangs centiles, des fois, il y a presque pas d'enfants, ça empêche qu'on divulgue l'information. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas été capable de le faire pour le Québec spécifiquement, puis il a fallu le faire pour le Canada. Mais en laboratoire, on pouvait voir que les profils étaient les mêmes. Donc, ce qu'on voit à gauche, c'est qu'on a les dentistes en bleu, les triangles bleus, les médecins, les triangles rouges, les pharmaciens, les cercles oranges et les avocats, les cercles verts. Et ce que vous voyez, c'est vraiment dans tous les rangs en bas de 40, on a moins de 2% des enfants qui sont présents. Si on avait une distribution uniforme, dans chaque rang, on aurait 2% des enfants, parce que la probabilité aléatoire d'être présent comme dentiste, si on assignait tout le monde de manière aléatoire, on aurait 2% d'enfants dans chaque rang 50 000 des parents. C'est un peu bizarre, là. Puis, dans le fond, ce qui arrive, c'est que quand on regarde dans le haut de la distribution, ce qu'on voit, c'est que, par exemple, si on regarde les médecins ici, si les parents sont dans le rang 50, donc les parents les plus favorisés, la probabilité que l'enfant devienne médecin est au-dessus de 12% et de 13%. Donc, on a 13% des enfants qui deviennent médecins qui viennent des derniers 2 rangs centiles de revenus des parents. Et on voit que c'est vraiment la profession de médecine qui est la plus extrême, suivie par les avocats, suivie par les dentistes. Et puis finalement, les pharmaciens ici sont plutôt tout en bas. C'est pas égal, mais c'est plus égal que les 3 autres professions.
Quand on regarde dans les professions qui sont moins payantes, on voit aussi un gradient selon le rang centile des parents. Ici, on a entre autres les coiffeurs en le triangle rouge. On a les personnes qui font le nettoyage dans le triangle bleu, la transformation alimentaire des poissons, le cercle vert, et finalement les cuisiniers, le cercle orange. Et les professions sont choisies selon le revenu moyen que se génèrent ces professions-là. Et on voit qu'il y a vraiment une concentration dans ces professions-là parmi les familles qui gagnent un revenu plus faible. Donc, il y a quand même des inéquités au niveau de la transmission des professions, mais comme je disais tantôt, ça n'explique pas entièrement la transmission des revenus. Euh, je vais sauter cette diapo, malheureusement, il manque de temps. Donc, sur la question 2, qui est la question du rôle causal de l'éducation parentale sur la mobilité intergénérationnelle, ce qu'on a trouvé ici, c'est que je vous présente d'abord les deux figures. Encore là, sont en anglais parce qu'elles sont publiées dans un journal anglophone, mais je vais vous les aussi expliquer. Donc, ici, ce qu'on a sur la gauche, c'est la transmission intergénérationnelle, donc la relation entre le rang des parents et des enfants. Euh, à gauche dans les deux figures, et en bas sur l'axe des X, on a l'année de naissance des enfants. Et ce qu'on voit dans la figure de gauche, c'est si on regarde la transmission intergénérationnelle au Canada, c'est la ligne bleue ici, pour tous les enfants, on voit que la transmission intergénérationnelle diminue parce que la relation de rang augmente. Donc, le rang des parents prédit de plus en plus fortement le rang des enfants. Donc, la transmission intergénérationnelle augmente, pardon. Ce qu'on voit, c'est que si on regarde, on sépare les deux groupes entre les enfants de mères immigrantes et les enfants de mères nées au Canada, on voit que la transmission intergénérationnelle, elle est moins importante chez les enfants de mères canadiennes, c'est-à-dire que la transmission du revenu est plus forte, il y a une moins bonne, il y a une moins bonne mobilité économique que chez les enfants des mères immigrantes. La mobilité économique est plus grande parmi les enfants des mères immigrantes parce que la transmission intergénérationnelle est moins forte. Quand on regarde selon le niveau d'éducation, qui était notre question principale, ce qu'on voit, c'est que plus le niveau d'éducation est bas, plus la transmission du revenu est élevée. Donc, on a beaucoup de difficultés à se sortir de la pauvreté si on a une mère qui a, par exemple, un niveau d'éducation qui est plus bas que le secondaire. Donc, la transmission intergénérationnelle est de plus en plus forte, plus le niveau d'éducation est bas. Et avec l'accroissement de l'éducation à travers le pays, comme je vous le disais tantôt, on a d'autres modèles qui ont montré que le fait que les mères soient devenues de plus en plus éduquées a permis de contenir la réduction de la mobilité intergénérationnelle, mais il reste que si on a une mère qui a un faible niveau d'éducation et qu'on est dans de faibles revenus, nos probabilités de rester de faibles revenus sont plus importantes que si on a d'autres niveaux d'éducation, si notre mère est plus éduquée. Et donc là, je vais sauter et je vais laisser la parole à Anne-Charlotte pour être sûre qu'elle ait le temps de bien vous présenter son projet. Et si j'ai le temps, à la fin, je vais revenir sur les pistes de solutions. Merci Catherine. Moi, ce que je vais vous présenter, c'est une de mes sujets de recherche pour ma thèse, les voies de la mobilité pour comprendre la transmission du revenu au Canada. Comme l'a expliqué précédemment Catherine, je travaille sur le couplage de la base de données l'enquête longitudinale des jeunes pour une meilleure visualisation, comme on vous l'a dit, avec l'aile-neige, ça nous permet de suivre l'enfant entre ses 10 et à peu près toute son enfance, entre ses 10 ans et 19 ans, pour pouvoir avoir pas mal de facteurs environnementaux, de santé et d'éducation du jeune. Ils sont couplés avec cela, avec les fichiers des familles T1, permettant alors d'obtenir le revenu des parents lorsque le jeune est pendant sa période d'adolescence, mais également permettre de suivre ce jeune quand il arrive à l'âge adulte pour avoir son revenu individuel, permettant donc de calculer cette mobilité intergénérationnelle de revenus
Et donc, pour visualiser, en fait, nos jeunes, on les a, enfin, sur la trajectoire de vie, on va pouvoir les suivre entre leurs 10 et leurs 19 ans pour aller récupérer ces facteurs socio-économiques et déterminants sociaux de la santé ainsi que ceux de l'éducation. Et également, avec le T1, aller chercher le revenu familial quand le jeune a entre 10 et 14 ans pour ensuite, par la suite, au fil de son année, entre ses 29 et 33 ans, aller récupérer son revenu individuel à l'âge adulte. Avec la plainte, on a plusieurs accès à plusieurs bases de données, mais celle qui va nous intéresser, c'est celle sur les études postsecondaires pour permettre d'aller récupérer leur niveau d'éducation à arriver à l'âge adulte. Donc, la différence avec les chiffres enfin, les nombres d'observations que Catherine a présentés, c'est que nous, l'enquête longitudinale nationale sur les jeunes, c'est une enquête donc avec tout le couplage. Malheureusement, nous, on est autour de 6 690 observations pour tout le Canada et lorsque on peut aussi faire une stratification selon le genre, on va avoir à peu près 3350 filles et 3340 garçons. Et comme précédemment, vu que ce sont des données avec Statistique Canada, il y a quand même aussi des règles de divulgation à respecter. Donc, il y a des enjeux sur le type de données auxquelles on peut sortir. Donc, c'est un projet pilote. Ce couplage avait jamais été fait auparavant. Et, l'action concertée a permis de financer ce couplage-là. Et donc, ce qui a été important de faire, c'est de vérifier déjà si cette base de données était bonne. Donc, le premier travail qui a été fait, c'est de faire la validation de ces données. Et pour ça, on a, avant de regarder la décomposition de cette mobilité, on a regardé si on arrivait à retrouver la mesure de mobilité qu'on pouvait voir dans la littérature. Donc, Catherine en a déjà parlé précédemment, mais la mobilité de revenus, elle va nous permettre de mesurer à quel point le futur statut économique d'un enfant dépend ou non du niveau de richesse de ses parents. Et elle peut se mesurer par plusieurs indicateurs comme l'éducation, comme l'occupation présentée précédemment. Mais moi, dans le cadre de ma recherche, je vais principalement regarder au niveau du revenu. Et donc, je vais utiliser la mesure de mobilité de rang dans le sens où je vais aller regarder comment le rang de l'enfant arrivé à l'âge adulte est expliqué par le rang du parent. Et le petit bêta ici, c'est celui qui va le coefficient de la persistance intergénérationnelle et donc qui va nous indiquer comment est cette mobilité. Donc une forte mobilité et donc un bêta petit va signifier qu'il y a une véritable égalité des chances dans la société et que le statut économique de l'enfant est totalement indépendant de celui de ses parents, dans le sens où si j'ai un enfant qui est né dans une famille à faible revenu, il aurait toutes ses chances d'atteindre la classe moyenne ou de devenir riche à l'âge adulte. C'est tout ce qui est le phénomène d'ascension sociale, souvent appelé en anglais right to rich. Tandis qu'une faible mobilité, là, c'est la reproduction du statut social. Et donc, c'est le niveau de richesse qui se transmet fortement d'une génération à l'autre. Et donc, une forte mobilité, c'est un bêta, enfin, une faible, pardon, mobilité, c'est un bêta élevé. Et donc, dans le sens où si j'ai un individu qui naît dans un milieu défavorisé, lui sera très difficile d'obtenir un salaire élevé plus tard et le maintenant coincé dans le concept de trappe de pauvreté, tandis qu'à l'inverse, un enfant né dans une famille très aisée aura presque la garantie de rester avec ce statut social. Donc, il nous a fallu la première étape de valider ces données pour vérifier si notre couplage fonctionnait et tout allait bien. Donc, je vais vous présenter un de mes tableaux rapidement de la validation. Donc, on a fait deux méthodes pour vérifier notre validation, mais moi, je vais regarder principalement la deuxième partie
des travaux. Donc nous, avec notre étude, quand on regardait, si on faisait le calcul, ben, on préfère, nous, va prendre 29, 33 ans, mais dans la littérature, ben, les travaux de Connally et ben, Catherine qui sont ici présentes, ou ceux de Simard et Saint-Denis, eux, utilisaient une cohorte de 27-31 ans. Donc, on a fait le calcul pour les 27-31 ans pour essayer de regarder si nos coefficients étaient sensiblement pareils que les autres. On a une cohorte de naissance, nous, où on prend les jeunes qui sont nés entre 83 et 89. Pour eux, ben, c'est des cohortes qui est de 63 ou de 85. Et donc, ce qu'il fallait, c'est que ben, notre coefficient, vu qu'on avait vu, grâce aussi aux anciens travaux de Connolly et Catherine, que la mobilité était, ben, enfin, elle diminuait à travers les cohortes, et ben, on espérait, avec nos résultats, ben, trouver un coefficient plus élevé que ceux qu'ils ont trouvés, mais pas extrêmement plus élevé non plus. Et donc, on arrive à voir que sensiblement, eh ben, par la validation des données, on trouve des résultats qui sont cohérents avec la littérature. Donc, grâce à cette validation, eh ben, c'est là où on a pu aller plus loin pour eh ben, faire notre recherche. Et donc, d'ouvrir cette boîte noire qui va être donc la méthode de décomposition pour essayer de voir, ben, parmi cette persistance totale intergénérationnelle de revenus, eh ben, comment je peux expliquer ces résultats. Donc, mon bêta, par des modèles mathématiques, mais on va laisser à travers, j'ai vraiment essayé de vulgariser au plus pour que ça puisse être explicable. Mais c'est une méthode de projection de la mobilité faite par Blendel, Gregg et Macmillan en 2013 pour justement quantifier cet impact, va permettre de dissocier et de nous expliquer une partie expliquée de ces facteurs qui vont être ben, avec les éducations qu'on a utilisées, donc les facteurs qu'on a utilisés, avec aussi une partie ben, résiduelle non expliquée. Donc, les facteurs analysés à l'adolescence, c'est grâce aux facteurs qu'on peut retrouver dans notre base de données de l'enquête de l'ELNEJ. Et donc, on a divisé cela en plusieurs facteurs pour voir leurs états. Donc, on a tout ce qui est lié à la santé biologique, donc par exemple comme les maladies chroniques, la dépression, le trouble d'apprentissage. On a tout ce qui est en lien avec le comportement. L'ELNEJ a créé des indicateurs pour avoir essayé de voir si ben, l'enfant est hyperactif, agressif, anxieux ou avec un comportement prosocial. Tous les facteurs liés à l'éducation, avec les textes cognitifs et les niveaux de diplôme, ainsi que ben, tout ce qui est en lien avec l'environnement, donc le structure familiale, quartier et statut d'immigration. Grâce à ça, ben, on a pu ben, regarder au niveau ben, de tout l'échantillon, donc dans l'ensemble du Canada et selon les filles aussi canadiennes et les garçons canadiens, cette décomposition pour l'explication du revenu en rang centile. Et donc, on remarque que quand ben, on voit par rapport à certains facteurs, donc en réunissant certains facteurs, de comment on arrivait à expliquer, on voyait que, ben, comme ce qu'on fait dans la littérature, ben, principalement, ben, l'éducation est un facteur qui arrive à expliquer ben, cette persistance intergénérationnelle autour, ben, pour les filles, de 48% comparativement à 32% pour les garçons, et que ce sont les déterminants sociaux de la santé et les déterminants sociaux de l'éducation qui sont aussi ben, prédominants comme type de facteur pour expliquer cette persistance intergénérationnelle. Et quand quand on met tous ensemble tous les facteurs qu'on souhaiterait avoir, ben, on arrive à expliquer avec nos facteurs à peu près plus de 2 tiers de cette mobilité. Quand on veut regarder, parce qu'on a réuni chacun, enfin on a fait individuellement chacun les facteurs, mais qu'on veut regarder comment s'est décomposé l'ensemble de chacun de ces facteurs, ben, ce qu'on trouve, d'accord, c'est que ben, dans tous les cas, quand on met en lien pour regarder la corrélation entre chacun des facteurs, ben, les déterminants sociaux de la santé et l'éducation sont toujours les plus importants, que ce soit pour l'ensemble de l'échantillon ou selon le sexe ou les filles. Que pour quand on regarde principalement pour les filles, on voit que ben, que ce soit les facteurs liés à l'éducation ou ceux déterminants sociaux, eh ben, ils représentent à eux seuls proche de 94% ben, de la part expliquée qu'on a réussi à expliquer. Tandis que pour les garçons, donc oui, effectivement, les déterminants sociaux de la santé représentent 62%, mais ceux de l'éducation passent à 28% et la santé on est en proche de 9% d'expliqués par rapport à, ben, enfin, quand vous faites
6% divisé par 64,7, d'accord? C'est comme ça que je présente les résultats qui sont ici. Et ainsi qu'on a aussi à peu près 1% pour le comportement. Donc, on a vu en manière agrégée tous les facteurs et tout, mais ce qu'on voulait aussi regarder, c'est pour avoir des impacts politiques, qu'est-ce qu'on fait si on regarde simplement au lieu par groupement de facteurs, mais par les variables et les déterminants auxquels on a voulu travailler dessus. Et c'est pour ça que la dernière figure que je vous présente, c'est le top 15 de la décomposition de la part expliquée pour le revenu en rang centile au Canada sur tout mon échantillon en fonction des filles et des garçons avec justement parmi plus de 40 variables auxquelles on a utilisé dans notre modélisation pour pouvoir regarder comment chacune des parts est expliquée. Ce qu'on voit principalement, c'est que c'est la primauté de l'éducation du jeune qui est le levier universel, que ça soit autant pour les filles et les garçons, ainsi que l'ensemble de notre échantillon. Ce sont le facteur qui explique le plus cette persistance intergénérationnelle. On peut remarquer également qu'on a la structure familiale mais que ça va être lui en deuxième position pour les garçons et l'ensemble de l'échantillon, tandis que en fait pour les filles, ça va plutôt être l'attente parentale au niveau de l'éducation qui va pouvoir être expliquée. Donc on regarde aussi également, si on peut regarder vers le bas, on voit aussi pas mal de facteurs biologiques et capital cognitif qui sont mis ensemble. Mais je vais juste passer à la conclusion pour pouvoir résumer vraiment les résultats principaux qu'on arrive à trouver, parce que je manque de temps. C'est que nos modèles, ils permettent de décrire donc plus de 2 tiers de la persistance intergénérationnelle, que les facteurs les plus déterminants sont ceux liés à l'éducation du jeune et aux déterminants sociaux de la santé et de l'éducation, que l'éducation est le grand égalisateur, mais son rôle est encore plus critique pour les filles afin de briser justement ce cycle de reproduction de revenus parental, que les garçons semblent plus sensibles à la stabilité et aux ressources économiques temporelles liées à la configuration du ménage, tandis que les filles sont davantage propulsées par le capital culturel et les aspirations transmises, et que la mobilité ne se joue pas simplement donc à l'école, mais dès la petite enfance par les conditions de vie de base. Ainsi, les prochaines étapes, c'est que on va essayer de voir s'il est possible de faire sortir la modélisation selon l'hétérogénéité spatiale afin de voir si le comportement de ces facteurs se produisent de la même manière au niveau du Québec et aussi de faire cette modélisation selon l'hétérogénéité de revenus et d'éducation des parents. Je vous remercie. Merci beaucoup, Anne-Charlotte. On a tenu pas mal bien le temps. Donc, on va passer à la présentation de Marie Connolly. Donc, sur la mobilité intergénérationnelle au Québec, les différences géographiques et les rôles des inégalités de patrimoine. Donc, juste une petite présentation de Marie. Elle est professeure au département des sciences économiques de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM depuis 2009. Elle y enseigne les statistiques et l'économétrie au premier cycle. Elle est depuis 2020 éditrice des données au Canadian Journal of Economics. Ses travaux de recherche sont principalement de nature empirique. Il s'intéresse à divers sujets touchant l'économie du travail, comme par exemple la transmission intergénérationnelle des revenus, la mobilité sociale et la formation du capital humain. Ces travaux ont été publiés dans différents journaux, dont Journal of Labor Economics, le Journal of Economics Behavior and Organization et le Canadian Journal of Economics, excusez mon anglais, entre autres. Donc, n'hésitez pas à inscrire vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent dans le chat. C'est toujours intéressant. Nancy se fera le porte-parole par la suite. Donc, c'est à vous, Marie. Merci pour l'introduction, merci pour l'organisation de la rencontre, puis merci aux participants là, d'être ici ce matin malgré le beau soleil qu'il fait dehors en ce vendredi matin, en tout cas à Montréal. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Vous voyez les diapos qui ont bougé? On est sur la deuxième page. Oui, OK. Donc remerciements. Cette recherche a été subventionnée par les partenaires ici présents là, qui sont listés à l'écran.
Puis également, comme Catherine l'a mentionné dans la présentation précédente, les analyses qui vont être présentées ici ont été faites au Centre de données de recherche avec des données de Statistique Canada. Et puis, les idées ici sont mes idées, non celles de tous les partenaires qui ont participé, qui ont rendu possible l'étude et les résultats que vous allez voir prochainement. Donc, je vais vous présenter, en fait, le plan de la présentation. Je vais présenter l'équipe, les objectifs, qu'est-ce qu'on fait, mais principalement deux sets de résultats sur les deux volets là, de la recherche qu'on va faire, là, que je vais expliquer en long et en large d'ici quelques minutes. Donc, l'équipe, donc c'est un projet qui a été fait, entre autres, avec Catherine, qui vient juste de parler de son projet. On avait comme deux projets dans la même action concertée. J'ai aussi fait appel à Christian Stratica, qui est un professionnel de recherche, à des... J'ai mis anciens étudiants parce que quand ces personnes-là ont commencé à travailler avec moi, ils étaient étudiants. Maintenant, Isambert et Yacine, qui étaient des doctorants, sont maintenant les deux rendus profs, un à Sherbrooke, l'autre à l'INRS. On a Loïc Courtemanche qui est ici dans l'auditoire avec nous aujourd'hui, qui a fait ses travaux de maîtrise sur une des questions du deuxième volet. Il est encore étudiant, mais dans un autre programme, il est au doctorat à l'INRS. Aussi deux autres collaborateurs, Gaël Simard-Duplain et Xavier Saint-Denis, qui sont respectivement à Carleton et à l'INRS. Donc, les objectifs de ce projet, c'est de répondre à ce qui était énoncé comme étant le besoin numéro un de l'action concertée, les facteurs explicatifs de la baisse de la mobilité intergénérationnelle au Québec. Et il y avait deux questions précisément dans l'appel de proposition auquel j'ai décidé de répondre. C'était la première, eu égard à la mobilité intergénérationnelle, il y a-t-il des différences géographiques observables au Québec? Qu'est-ce qui les explique? Ça va être le premier volet qu'on va aborder. Puis le deuxième volet va porter sur quels sont les effets ou quel est le poids relatif des inégalités de patrimoine sur la mobilité intergénérationnelle par rapport à d'autres facteurs. Puis, donc quand j'avais lu l'appel de proposition, ces deux questions m'ont vraiment interpellée. Puis, on a décidé vraiment de miser, je fais un petit peu un historique de la question parce que je ne sais pas dans quelle mesure les différentes personnes ici sont au courant des différents projets, mais on avait, entre autres avec Catherine, participé à la phase 3 de l'action concertée sur la pauvreté et l'exclusion sociale, dans laquelle on avait vraiment développé les données de la BDMIR ou la Banque de données sur la mobilité intergénérationnelle du revenu. Et ce développement avait été possible grâce justement au financement de la phase 3 dans lequel on était parti de la base de données qui existait déjà chez Statistique Canada pour rajouter des corps de naissance. Donc, la base de données originale s'arrêtait chez les jeunes, la génération des jeunes qui étaient nés jusqu'en 1970 et on a pu augmenter jusqu'à 1985. Donc, on a vraiment rajouté 15 années de naissance, de corps de naissance. Puis, on a aussi rendu, grâce à ce travail-là, on a rendu les données disponibles dans l'ensemble des centres de recherche, des centres de données de recherche de Statistique Canada à l'ensemble du pays, plutôt que de devoir aller les utiliser à Statistique Canada même à Ottawa. Et donc là, qu'est-ce qu'on a voulu faire? C'est vraiment aller exploiter tout cet élargissement de la base de données. Le cadre théorique, si vous êtes ici depuis 9h30, je pense qu'on a commencé à avoir un peu une idée de quoi on parle, mais ici, on va parler de mobilité sociale. On se pose la question à quel point est-ce qu'il est facile pour un individu de bouger dans l'échelle sociale ou socio-économique. Ici, on va prendre vraiment la dimension intergénérationnelle, donc d'une génération à l'autre, plutôt que intragénérationnelle, donc en suivant un individu au cours de sa propre vie. Et la question, vraiment la question fondamentale, c'est un enfant né dans une famille à faible revenu a-t-il la même chance d'atteindre le haut de l'échelle qu'un enfant né dans une famille à haut revenu une fois adulte? Donc, on va avoir des informations, on va vraiment strictement se focaliser sur principalement les revenus. Ensuite, on va essayer de faire la richesse ou le patrimoine dans le deuxième volet, mais on va regarder les revenus, on va avoir des informations sur les parents et les enfants.
Euh, les enfants, une fois à l'âge adulte, parce qu'on va regarder leurs revenus, donc ça n'a pas vraiment sens de regarder des enfants à 12 ans, on va dire. Mais donc, on va prendre des mesures de revenus pour la génération des parents, la génération des enfants, puis on veut se poser des questions sur c'est quoi la force du lien entre ces deux générations. Puis le modèle de base qu'on va utiliser, comme mentionné précédemment, ça va être le modèle Rang-Rang, dans lequel on va expliquer le revenu des enfants, donc la génération T, donc ça va être la génération qu'on va appeler celle des enfants, et on va l'expliquer, ce revenu-là, ou ce rang de revenu, par le revenu des parents ou le rang des revenus des parents. Puis, ce modèle, ça, c'est un modèle statistique économétrique assez simple. On va l'estimer par moins de quart ordinaire, ce qui va nous permettre d'aller trouver un alpha et un bêta, ces deux coefficients. Donc, ça, c'est l'équation d'une droite. Ça nous permet d'aller estimer ces deux coefficients-là. Et le bêta qui est ici, qui va être généralement ce sur quoi on va se focusser là, dans le reste de la présentation, va être une mesure de donc, c'est la pente de cette relation-là. Ça va être une mesure de la corrélation en rang-rang ou la corrélation entre le rang des parents et le rang des enfants. Plus la pente est élevée, ça veut dire que plus le revenu des parents explique celui des enfants, donc plus la transmission est forte. Et donc, si la transmission est forte, ben, moins grande va être la mobilité intergénérationnelle. Les données que je vais exploiter dans le cadre de cette présentation, c'est les mêmes qu'une partie de ce que Catherine avait présenté. Donc, la base de données sur la mobilité intergénérationnelle du revenu, ça couvre des enfants qui sont nés de 1963 jusqu'en 1985. On a les données, c'est des données qui proviennent de données administratives fédérales, données fiscales de l'Agence du revenu du Canada. Donc, c'est tous les fichiers T1 qui sont les déclarations de revenus qui sont produites à chaque année par les Canadiens. On a des données T1 à partir de 1979 jusqu'à 2016. En ce moment, ça nous permet de suivre donc tant les parents que les enfants sur plusieurs années. Et c'est ces données-là qu'on va utiliser pour aller mesurer le revenu des parents, mesurer le revenu des enfants, parce que ces données sont le lien entre le parent et enfant est effectué. Donc, on est capable de savoir qui est le parent de qui. Et ensuite, une fois qu'on a identifié ce lien-là, ben, on est capable de suivre les gens à travers le temps, à travers toutes les années fiscales. Donc, on est capable d'aller mesurer le revenu sur différentes années, puis de placer ces gens-là dans la distribution du revenu à l'échelle canadienne. Catherine a déjà présenté cette chose-là. Donc, on va aller vraiment vers les questions qu'on va se poser. Le premier volet, c'était la question sur les différences géographiques. Donc, l'idée ici, c'est de voir, OK, on peut mesurer la mobilité à différentes échelles, là, les coefficients bêta, alpha, bêta, donc le modèle de mobilité, on peut l'estimer à l'échelle du pays au complet, du Canada, on peut l'estimer à l'échelle du Québec ou de différentes provinces. Ça, on l'a déjà fait, c'était dans des travaux précédents. Mais une fois on peut le mesurer à l'échelle du Québec, on peut aussi le mesurer à différents niveaux géographiques. Donc, par exemple, les régions administratives, les RMR. RMR, c'est les régions métropolitaines de recensement, les zones de recensement. Donc, il y a différents niveaux géographiques auxquels on peut comme découper le territoire pour aller mesurer, estimer ces mesures de mobilité. Donc, c'est la première chose qu'on va essayer de faire par rapport à cette question-là. La deuxième question, donc c'est différent géographique. La deuxième question qu'on s'est posée aussi, c'est quel est le rôle de la mobilité géographique, c'est-à-dire la migration, dans la dynamique de mobilité sociale? Puis, la question ici, là, ça va être un peu mélangeant parce qu'on parle de mobilité à la fois géographique et sociale. Donc, mobilité géographique, je vais plutôt parler de migration juste pour avoir moins de confusion entre mobilité intergénérationnelle et migration. Et donc, on va se poser des questions. Premièrement, on va regarder le Québec, puis on va regarder est-ce qu'il y a des différences de mobilité intergénérationnelle, pas comme en découpant le territoire en niveau assez fin, mais simplement en disant par type de région. Donc, on peut diviser le Québec en différents types de régions, les grandes villes comme Montréal, Québec, Sherbrooke, c'est-à-dire en
en termes de géographie de Statistique Canada, on va parler de région métropolitaine de recensement. Les petites villes, donc en termes de Statistique Canada, c'est ce qu'on va appeler les agglomérations de recensement. Donc ça peut être par exemple, des villes comme Magog, des villes comme Saint-Sauveur, des choses comme ça, donc des plus petites villes. Et puis finalement, le reste du territoire qui va être région rurale. Donc, on va simplement séparer le territoire en trois types de régions, rurales, petites villes, grandes villes. On va regarder est-ce qu'il y a des différences de mobilité entre ces types de régions-là. Puis finalement, entre ces types de régions-là et est-ce que les gens ont migré. Puis, on va essayer de voir est-ce qu'il y a un lien entre donc, mobilité géographique ou migration et transmission intergénérationnelle du revenu. Ce qui est assez intéressant parce qu'en plus, les corps de la BDMIR, donc de 1963 jusqu'au milieu des années 85, c'est un passage à l'âge adulte lorsqu'il y a quand même une assez forte période d'urbanisation au Québec avec des différences entre les milieux urbains et ruraux. Pour, euh, pour la première partie, donc la question de calculer ou estimer des mesures de mobilité pour plein de genres de niveaux, tous les niveaux géographiques possibles, euh, c'est un travail qui est encore un peu en cours, surtout pour la fin, c'est-à-dire le packaging ou la visualisation ou le partage de tous les fichiers. Donc, c'est pour ça que malgré ce que Catherine pensait, je ne vais pas présenter ici aujourd'hui beaucoup de travaux par rapport à ça parce qu'il reste encore des choses à faire. Une des raisons, c'est que le travail au centre de données de recherche a déjà été fait. Mais ce qui a l'air simple se révèle souvent être plus difficile ou en tout cas plus complexe ou en tout cas plus long, surtout quand on essaye de le faire, quand on est devant l'ordinateur au centre de données de recherche. Il y a eu différents problèmes qui ont été soulevés. Il faut comprendre que les données qu'on utilise, c'est des données administratives. C'est pas des données d'enquête, c'est pas des données qui ont été créées pour faire des analyses par des chercheurs. C'est des données que nous, on va utiliser en tant que chercheurs, mais qui sont comme des sous-produits de leur but principal, qui est, dans le cas des données fiscales, qui est que chaque citoyen fasse sa déclaration de revenus et que l'Agence du revenu du Canada puisse aller collecter les impôts sur le revenu. Et donc, ces données-là viennent, la géographie est identifiée par le code postal qui est écrit dans l'adresse de chaque personne à chaque année sur sa déclaration de revenus. Il y a un travail qui est fait pour passer du code postal à un code géographique pour dire est-ce que ce code postal est dans la région métropolitaine de recensement de Montréal ou de Québec ou ici, on va le faire pour partout au Canada, dans n'importe quelle zone au Canada. Puis on s'est rendu compte que pour certaines années, pour certaines variables, il y avait certains problèmes. Donc, il fallait retourner vers Statistique Canada puis trouver des solutions pour voir qu'est-ce qu'on va faire et ainsi de suite. Il y a des règles de divulgation à suivre. Il faut que pour préserver la confidentialité des répondants, là, peut-être que vous êtes en train de me regarder et de dire, je ne savais pas que mes données fiscales étaient en possession de Marie Connolly à l'UQAM. Sachez que c'est des données qui sont anonymisées. Donc, on a des renseignements sur les personnes, mais on a des renseignements relativement limités. Donc, on connaît, par exemple, nous-mêmes, on ne voit pas le code postal, on voit justement ce code géographique-là. Donc, on sait que vous êtes, par exemple, à Montréal. On connaît la date de naissance de l'individu, enfin, donc on a l'année de naissance de l'individu, mais on connaît pas, on n'a pas plus d'informations, on n'a pas le nom, on n'a pas le numéro d'assurance sociale, et ainsi de suite. Mais aussi, surtout quand on travaille en contexte géographique, il y a un nombre minimal d'observations à respecter et aussi un nombre minimal d'habitants par région. Et là, quand on regarde Montréal, c'est pas un problème. Mais quand on vient à regarder des petites zones, donc des sous-zones de recensement en milieu rural, ben, des fois, on peut avoir des problèmes. Donc, il y a toute une série de vérifications qu'il faut faire pour s'assurer qu'on a le bon nombre de répondants, tant dans l'enquête que dans la zone de recensement en question. Et donc, longue explication pour dire les travaux sont à venir, mais l'idée derrière ça, c'est d'avoir un set de fichiers qui vont donner donc ces estimations de niveau de mobilité
pour chacune de ces régions-là, pour chacune des années de naissance, à travers tout le Canada. Ça va être beaucoup d'informations comme ça, mais le but de rendre ces données-là disponibles, ça va être que les données vont être disponibles à la communauté de recherche au Canada et ailleurs, et ce qui va permettre à d'autres chercheurs, que ce soit à nous plus tard ou à même d'autres personnes n'importe où, au Canada ou ailleurs, qui veulent aller se poser des questions sur c'est quoi les facteurs qui sont liés à la mobilité intergénérationnelle au niveau des différentes zones géographiques. Bien, ces travaux-là vont pouvoir être faits sans nécessairement devoir aller faire tout le travail difficile et long et laborieux qui est fait au Centre de données de recherche pour aller accéder aux micro-données pour faire ces calculs-là, ces estimations-là. Et donc, en fait, l'idée ici, c'est vraiment d'aller comme booster le potentiel de ces données-là et les retombées, entre autres de ce qui avait été fait dans l'action concertée, le troisième volet de l'action concertée sur la pauvreté et l'exclusion sociale et celui-ci aussi. Donc, d'aller comme booster le potentiel en faisant en sorte que d'autres chercheurs puissent continuer à faire des travaux sur la question. Donc ça, c'est à venir. Je vais évidemment publiciser quand ça va être rendu disponible. J'espère, c'était supposé être rendu disponible cet hiver. J'espère que ça va être au printemps. Le volet sur les différences géographiques. Qu'est-ce qu'on va faire pour la mobilité géographique? Oh, je vais dans l'autre sens. OK, mauvais sens. Mobilité géographique. Donc, ça, c'est le projet qui a été fait en collaboration avec Xavier Saint-Denis et Yacine Bougija, qui sont aussi au Cyrano. Donc, on a sorti une série de cahiers de recherche et d'articles qui ont été publiés à travers le Cyrano. Et donc, je vais vous montrer ici deux résultats principaux. Dans ces graphiques-là, qu'est-ce qu'on fait? On présente pour chaque année de naissance à partir de 1967 jusqu'à 1985, donc les années de naissance qui sont couvertes dans la BDMIR. On va calculer ce modèle rang-rang, donc on va calculer la mobilité de rang qui va être ici sur l'axe des Y. Donc, chaque point ici correspond à la mobilité au coefficient rang-rang qui est estimé pour, ici, le premier point pour les jeunes nés en 1967. Et on va séparer l'échantillon en trois en termes de région, de type de région d'origine, RMR, donc les grandes villes, R, agglomération de recensement, les petites villes, et les milieux ruraux, donc les cercles, les diamants, les losanges ou les carrés. Puis ensuite, de haut en bas, dans les deux graphiques, les non-migrants et les migrants. Non-migrants, c'est ceux qui ne se sont pas déplacés de type de région entre l'âge de 16 à 30 ans. Les migrants, c'est ceux qui ont changé de région entre l'âge de 16 et 30 ans. Puis ce qu'on voit, c'est que ici, il faut se rappeler, plus le coefficient augmente, ça veut dire que plus il y a un lien fort entre le revenu des parents et le revenu des enfants, donc moins grande est la mobilité. Et donc, qu'est-ce qu'on observe? On observe que si on regarde parmi les migrants, donc ceux qui se sont déplacés de région, l'évolution est relativement plate, là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de grande différence entre les jeunes nés au milieu des années 60 et ceux nés au milieu des années 80. Si je regarde les non-migrants, donc ceux qui ne se sont pas déplacés, ce peu d'évolution est aussi vrai pour ceux qui viennent des grandes villes. Par contre, on voit qu'il y a eu quand même une hausse de ce coefficient, donc une baisse de mobilité qui est concentrée chez ceux qui viennent des petites villes ou des milieux ruraux et qui n'ont pas quitté ces régions-là. Donc, si on veut aller comme un peu, ça reste, c'est simplement descriptif parce qu'on ne vient pas expliquer qui déménage, qui se déplace. Mais si on veut aller voir qui est plus en situation de problème en termes de peu de mobilité intergénérationnelle, ça va surtout être les jeunes qui ont grandi dans des régions rurales ou des petites villes et qui n'en sont pas sortis. L'autre chose qu'on peut aller observer, qui est connexe à cette chose-là, donc ici dans ce graphique-là, premièrement, on a deux panels. Donc, à gauche sur l'écran, c'est ceux qui sont nés au début de la période, donc au milieu des années 70. À droite, c'est ceux qui sont nés à la fin de la période, donc au milieu des années 80. On a encore
6 classifications, c'est-à-dire 3 types de régions, RMR, AR et milieu rural, et migrants, non migrants. Mais, oups, pardon, on a une autre dimension ici qui est sur l'axe des X ici, on a le rang de revenu parental, puis sur l'axe des Y, on a le rang de revenu prédit des enfants. Donc ici, donc grosso modo, là, la pente de cette droite-là, là, c'est le coefficient bêta qu'on a estimé. Donc cette droite-là, c'est la droite estimée. Et donc sa pente, c'est le coefficient bêta. Puis ce qu'on peut voir, quand on commence à regarder le graphique qui est à gauche, donc pour la cohorte la plus âgée ou la plus ancienne, euh, on voit que les traits pointillés sont toujours plus hauts que les traits pleins. Et les pointillés, c'est ceux qui ont migré, et les traits pleins, c'est ceux qui n'ont pas migré. Donc, on voit qu'il y a toujours un avantage euh, en termes de revenus plus élevés pour les jeunes qui ont migré. Et ça, je veux bien décrire ici qu'on ne parle pas de lien de cause à effet, c'est simplement une association. C'est important de le dire. Parce qu'évidemment, les gens vont le fait de migrer ou non, c'est pas quelque chose qui généralement tombe du ciel, c'est une décision qui est prise, puis c'est généralement une décision qui va être prise justement en fonction de différentes choses, dont par exemple le revenu potentiel. Donc, dit d'une autre façon, les gens se déplacent pour différentes raisons, mais ils vont entre autres se déplacer pour aller continuer leur éducation au postsecondaire ou pour aller avoir un emploi ou un meilleur emploi, 2 raisons qui sont probablement liées à des revenus plus élevés. Donc, si on s'est déplacé, c'est probablement parce qu'on va avoir des revenus plus élevés. Donc, l'association qu'on voit ici, elle n'est pas surprenante, mais elle est clairement là quand on regarde dans nos estimations. L'autre chose qui va être intéressante, c'est que dans la cohorte la plus ancienne, l'avantage migratoire est relativement uniforme à travers la distribution du revenu parental. C'est-à-dire que toutes les droites sont plus ou moins parallèles. Si je prends, par exemple, ceux qui sont dans les milieux ruraux, c'est les droites en Bourgogne. Donc, on a la droite ici. Pour ceux qui n'ont pas migré, qui va être celle qui est le plus bas. Puis on a la droite pointillée, c'est comme un déplacement parallèle dans de la courbe, ce qui dit que peu importe le rang du revenu parental, l'avantage est le même. Ce qui n'est pas le cas quand on regarde la cohorte la plus récente. Donc, on fast-forward d'une quinzaine d'années. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'avantage il est concentré au bas de la distribution du revenu. C'est-à-dire que ceux qui sont en haut de la distribution du revenu parental sont pas mal tous à peu près au même endroit en termes de rang de revenu prédit des enfants, mais que l'avantage est vraiment très grand, surtout pour les jeunes qui sont au bas de la distribution du revenu. Donc, l'avantage est en bas de la distribution du revenu, ce qui veut dire aussi que le désavantage de ne pas migrer est aussi, lui, clairement présent en bas de la distribution du revenu. Donc, c'est quelque chose c'est des travaux qui sont descriptifs, mais c'est des travaux qui vont nous permettre d'aller comme un peu essayer de mettre le doigt sur s'il y a des problèmes, où se posent ces problèmes-là. Je vous donne ici dans les diapos une série de liens. Donc, si vous êtes intéressé à aller lire plus, vous pouvez aller voir ces liens-là dans les diapos. Le deuxième volet porte sur les inégalités de patrimoine. Quand on parle patrimoine, on parle de quoi? On parle de richesse, on parle d'avoir, donc on parle de la valeur combinée de ce qu'on possède. Pour beaucoup, ça va être un patrimoine immobilier, donc la maison, la résidence principale, mais c'est aussi tout ce qui est dans le compte de banque ou dans les placements, les investissements et ainsi de suite. Ce qui se passe, c'est que les données fiscales qui sont magnifiques, auxquelles on a accès, qui nous permettent de faire plein de choses super cool, généralement, ne vont pas porter sur la richesse. Ces données-là vont avoir des données très, très précises sur le revenu de manière annuelle. Donc, à chaque année, ça comprend tout ce qu'il y a sur notre déclaration de revenus. Donc, on va savoir à la scène près qu'est-ce que quelqu'un a rapporté comme étant son revenu pour l'année 2010, pour l'année 2011, pour l'année 2012, et ainsi de suite. On connaît le revenu d'emploi, donc on connaît ce qui est sur les différents T4, on va connaître les revenus de placement, on va connaître les revenus de prestation, et ainsi de suite. On connaît un paquet de choses, mais on n'a pas d'informations sur la richesse. Euh, et ça pourrait être important d'avoir plus d'informations sur la richesse parce qu'évidemment, ce qui est
ce qui peut être important, c'est la transmission d'une génération à l'autre de la capacité de générer des revenus, mais également une transmission de la richesse. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire dans le cadre de pour essayer d'aller comme creuser un peu la question, même si on n'a pas d'informations sur directement la richesse, c'est d'aller, on va faire deux choses. La première, c'est qu'on va aller voir les transmissions de différents types de revenus. Donc, ce que vous avez vu avant, c'était le revenu total, le revenu global, donc l'ensemble des différentes sources de revenus. Mais là, on va aller le décomposer en revenu total, qui peut être décomposé en revenu qui provient du travail, revenu qui provient du capital, revenu qui provient de prestations, et ainsi de suite. Donc, on va aller voir la transmission des différents types de revenus. Puis, la deuxième chose, c'est qu'on va essayer d'appliquer une technique qui s'appelle la technique de capitalisation, qui nous permet d'aller estimer un niveau de richesse moyen. C'est pas, c'est pas comme avoir des données, des micro-données individuelles, mais on va essayer d'appliquer cette technique-là pour voir qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver. Ces mesures de mobilité-là, on va généralement ignorer les revenus de pension. Pourquoi? Parce on veut regarder le lien entre parents-enfants. Il y a certains parents qui sont plus âgés pour lesquels on commence à avoir des informations sur les revenus de pension. Mais évidemment, les enfants sont encore trop jeunes pour toucher des revenus de pension. Donc, même si c'est une part importante du patrimoine, là, de ce qu'on a dans le compte de banque, ici, on va devoir, si on veut, ignorer les revenus de pension parce que les jeunes sont trop jeunes pour recevoir encore des pensions. Le premier volet, la première partie du deuxième volet c'est surtout des résultats qui vont être tirés du mémoire de Loïc Courtemanche qui est avec nous dans l'auditoire aujourd'hui. Et justement, on va prendre le revenu total, on va le séparer en revenu du travail, revenu du capital, revenu d'emploi autonome et revenu de prestation. Puis on va regarder la euh, transmission de ces différents types de revenus-là. Donc ici, dans le travail de Loïc a pris deux cohortes. Il va comparer cohorte 1 et 4, 1 étant ceux qui sont nés au milieu des années 60 et 4 à la fin des années 70. Il n'a pas pris 5 parce qu'il prend les jeunes, le revenu des jeunes est regardé comme dans la trentaine, un peu plus tard dans la trentaine. Donc à ce moment-là, ceux qui sont nés en 85 étaient trop jeunes pour les regarder plus tard dans la trentaine. Et qu'est-ce qu'on regarde sur ces graphiques-là? On regarde la relation entre, sur l'axe des X, c'est le rang de revenu des parents. Donc, chaque parent, on les met sur une échelle de 1 à 100. Et pour chacun de ces rangs centiles-là, on met le point qui correspond au rang moyen pour ce type de revenu-là pour l'enfant. Puis la droite qui passe à travers, ben, c'est justement la pente de cette droite-là va nous donner la force de la corrélation entre le rang des parents et le rang des enfants. Et c'est cette pente-là qui est rapportée ici. Qu'est-ce qu'on peut voir? À gauche, c'est le revenu du travail. À droite, c'est le revenu du capital. Le premier constat, c'est que les pentes sont plus élevées pour le revenu du capital que pour les revenus d'emploi. Donc, moins de mobilité. On a des pentes ici qui sont de 0,18, 0,2 versus 0,36, 0,44. Donc, on a clairement des pentes qui sont plus élevées pour le revenu du capital. Puis l'autre chose qu'on observe, c'est que la pente s'est accentuée entre les deux cohortes. Donc, il va y avoir moins de mobilité en termes de revenus du capital pour les cohortes plus jeunes. L'autre chose, puis là, j'ai pas, on va manquer de temps pour rentrer dans les détails vraiment très techniques, mais on a des points ici. Donc, vous allez me demander pourquoi est-ce que la droite passe pas nécessairement par les points qui sont ici. Ce qui se passe, c'est que qu'est-ce qu'on fait? Là, il y a une question un peu méthodologique là, qui revient ici quand on regarde ce type de revenu-là. Quand on regarde les revenus totaux, par définition, tout le monde a un revenu de toutes sources mis ensemble, combiné. Donc, on a comme l'ensemble de l'attribution, on a tous les points de 1 à 100. Quand on regarde un revenu du capital, c'est quoi les revenus du capital? C'est des revenus d'intérêt, c'est des revenus de loyer, c'est ce genre de choses-là, des actions, des dividendes. C'est pas tout le monde qui a des revenus qui proviennent du capital. Et donc, ces points-là, c'est comme les zéros, les parents qui ont juste des zéros pour tous ces points-là, pour tous ces types de revenus-là. Et donc, on a un peu la question de qu'est-ce qu'on fait avec ces zéros-là. Dans les relations qu'on a présentées ici, on a choisi de on peut calculer les pentes en prenant en compte les zéros ou en ne prenant pas en compte les zéros. Et donc, ce qu'on présente ici, c'est les pentes qui ne prennent pas en compte les zéros. Donc, juste parmi ceux qui ont des revenus du capital positifs ou des revenus du travail positifs, mais pour le travail, la plupart des gens travaillent, enfin, beaucoup plus de gens travaillent que beaucoup plus de gens ont des revenus du capital. Donc, c'est pour ça que la relation ressemble à celle
des revenus totaux. Euh, Finalement, pour les revenus de prestation, on a fait la même chose pour les revenus de prestation. Pour les revenus de prestation, ce qu'on observe, là, on observe une prestation, on parle de quoi? On parle d'assurance emploi, assurance sociale, suppléments fédéraux. Ce qu'on voit, c'est qu'environ la moitié des parents-enfants ne touchent aucun revenu de prestation, ce qui n'est pas étonnant nécessairement en soi, mais évidemment, ce qui vient rendre le graphique un peu plus étrange que celui qu'on avait avant. On voit aussi que la transmission intergénérationnelle a diminué entre les deux cohortes. Puis ça veut dire peut-être soit deux choses ou les deux en même temps, on ne sait pas exactement lesquelles. Donc, soit la transmission intergénérationnelle du statut précaire ou de situation de pauvreté a diminué, ce qui serait une bonne chose, ou soit les aides gouvernementales qui aident à pallier à cette situation-là. Donc, la distribution de ces prestations-là sont réparties plus équitablement à travers la distribution de revenus de prestations parentales. Donc, moins concentrées parmi ceux ayant grandi dans les familles recevant le plus de prestations. À savoir si c'est une bonne chose ou pas, c'est une question plus philosophique à se poser, mais c'est ce qu'on observe. Dernière partie de présentation des revenus, c'est la question de la capitalisation. Donc, dans les données fiscales annuelles, comme je dis, on n'a pas les avoirs, on a les flux annuels de revenus. Ce que vous avez vu précédemment, c'était juste le nombre de dollars par année qui viennent de revenus du capital ou de prestations. Euh, donc ça, on l'observe, mais on n'a pas comme ce qui vient en arrière. Donc, par exemple, quand on observe des revenus d'intérêt, on n'a pas la valeur du placement en arrière. Ou si on observe des revenus de location, de loyer, on n'a pas la valeur de l'actif immobilier qui est en arrière, qui génère ce flux de revenus-là. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait la capitalisation? Ben, on prend ce qu'on appelle, c'est des comptes du bilan national qui a comme l'ensemble de la valeur de ces choses-là. On prend des données fiscales, on fait le ratio entre les actifs totaux dans une classe donnée qui viennent du bilan national et le revenu en capital généré par cette classe qui vient des fichiers fiscaux. Mais on fait ça comme à l'échelle on va le faire à l'échelle de la province, mais on va le faire à une grande échelle, pas à l'échelle individuelle, mais vraiment à une échelle globale. Donc, ça nous donne un ratio, donc un facteur. Puis ce facteur-là, on vient ensuite l'appliquer aux données fiscales de la BD-Lumière afin d'évaluer la quantité moyenne d'actifs, puis je souligne le moyenne, là, moyenne d'actifs qui se cachent derrière un revenu annuel donné. Donc, par exemple, si on calculait un facteur de capitalisation de 20, on va dire, j'observe un revenu d'intérêt de 100 dollars. Je vais donc faire 100 fois 20, ça va me donner en arrière de ce revenu d'intérêt-là, il y aurait potentiellement un placement qui vaut 2000 dollars, qui a une valeur de 2000 dollars. Donc, on calcule ces facteurs de capitalisation-là pour les différents types euh, de revenus qui proviennent du capital. On les agrège, puis ça nous donne une idée de la richesse. OK? Là, je dis la richesse vraiment entre guillemets, là, parce que c'est le niveau moyen de la richesse qu'on observe de cette façon-là. C'est pas vraiment ce qu'on observe parce que c'est pas vraiment les avoirs, c'est vraiment une estimation des avoirs. Une fois qu'on a fait ça, ben, on peut calculer, on peut faire le même rang-rang. Donc, on peut calculer On le va peut-être y rang. aller avec une conclusion, là, mais Ouais, et s'il reste des diapos à prendre, si on n'a pas beaucoup de questions, on pourra poursuivre la présentation des diapos. OK? OK. Ben, donc, je vais juste y aller. Oui. Ce qu'on observe, on a la corrélation entre le rang de la richesse des parents et le rang de la richesse des enfants. On observe quelque chose qui est en fait relativement similaire à ce qu'on observait, même sans faire la capitalisation, parce que grosso modo, une fois qu'on fait le rang, ben, on se ramasse à ordonner les gens de la même façon. Donc, on est multiplié par différents facteurs, on revient un peu au même. Ce qu'on observe, par exemple, qui est intéressant, c'est que la corrélation diminue avec l'âge, ce qui pourrait montrer qu'il y a le patrimoine des familles issues les jeunes issus de familles à patrimoine moins élevé prennent un peu plus de temps avant d'accumuler de la richesse. Puis la deuxième, c'est qu'on a les différences les différences marquées qu'on va observer, c'est que les corrélations généralement vont s'atténuer avec l'âge, sauf pour l'immobilier, qui a des coefficients de corrélation rang très, 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 très élevés, qui est littéralement la classe la plus élevée au niveau de l'immobilier. Euh, qui est probablement la chose qu'on observe avec le plus de difficultés parce que c'est les revenus immobiliers, c'est les revenus de location. Donc, c'est pas la valeur de l'immobilier dans lequel on habite généralement, c'est de l'immobilier qu'on détient pour location.
Et donc, je pense qu'il y a vraiment plus de travail à aller faire de ce côté-là là, pour aller essayer de déterminer ces les différents le lien là, dans les différentes classes de type de revenus du capital. Donc, quoi faire? Je vais faire comme Catherine, je vais dire on va sauter puis on y reviendra dépendamment des questions là, que je vois pas pour l'instant qu'on a à ça. Donc, que faire donc les retombées par rapport à ces questions-là. Je viens ici à la dernière, puis on peut répondre aux questions. Désolée d'être passé un petit peu Non, outre le temps. Donc, Non, c'est bon. on arrive à la fin de notre séance. Donc, au fond, au nom du FRQ Société Culture, je vous remercie de la participation active à cette activité. Merci beaucoup aux chercheurs. Vous verrez dans la suite du chat là, des liens pour avoir accès aux rapports et aux autres examens et aux autres extraits de la rencontre. Puis, je vais laisser la parole à Nancy pour clore cette rencontre. Oui, ben merci. Donc, ben, avant de terminer, puis au nom de tous les partenaires de cette action concertée, vous l'avez vu, il y en avait beaucoup. Ben, je vais prendre un petit moment là, pour remercier là, chaleureusement les équipes de recherche qui ont partagé leurs travaux avec nous aujourd'hui. Les projets qui ont été dirigés par Marie, Catherine, on a Anne-Charlotte là, qui nous a quittés, mais apportent clairement un éclairage là, particulièrement riche sur la mobilité socio-économique au Québec, vous l'avez vu. Puis, je suis certaine que leurs travaux là, vont rayonner puis vont être une source d'inspiration, pas seulement au Québec, là, mais aussi à l'international. Elles l'ont dit, on avait un besoin à l'origine là, de mieux comprendre les facteurs explicatifs de la baisse de la mobilité intergénérationnelle au Québec, la création de la base de données sur la mobilité intergénérationnelle du revenu dans le cadre de l'action concertée pauvreté exclusion phase 3 nous avait déjà épaté par son potentiel d'analyse exceptionnel. On était vraiment fiers d'avoir pu contribuer là, à soutenir ce travail-là. Mais là, de voir les travaux qu'on peut faire avec elle en combinant là, avec d'autres sources de données, évidemment, dont et de passer aussi de l'analyse temporelle à l'analyse spatiale de la mobilité, là, nous démontre là, encore plus toute la pertinence là, d'avoir contribué à son financement. Ce qui ressort clairement des présentations d'aujourd'hui, c'est à quel point les dynamiques de mobilité sont complexes, hein. On l'a vu, sont influencées à la fois par le revenu, les inégalités de patrimoine, les contextes économiques, géographiques, des facteurs qui sont liés à l'éducation des parents, des enfants, pas juste le niveau d'éducation, les pratiques aussi, les attentes, on en a moins parlé, mais c'est dans le rapport. Les choix professionnels, les conditions dans lesquelles les jeunes grandissent, les comportements, les déterminants sociaux de la santé, les facteurs sociodémographiques tels que le genre, le statut d'immigration et bien d'autres, là, j'en passe, là. Je pense qu'en réunissant ces différentes perspectives-là, c'est ce qui nous permet de mieux comprendre de tendre vers une compréhension de la baisse de la mobilité observée. Donc, vos travaux ont contribué non seulement là, à faire avancer les connaissances scientifiques, mais aussi, là, sachez-le, à éclairer les réflexions là, pour les politiques publiques et les actions qui sont susceptibles de favoriser une plus grande égalité des chances. Donc, je tiens à souligner la très, très, très grande qualité de vos recherches, la rigueur de vos analyses, bien entendu. Puis, ben, je peux juste vous encourager là, à poursuivre vos travaux. Vous l'avez dit, il y a d'autres aspects qui restent à être investigués. Il y a d'autres données qui s'en viennent. Donc, on va vous suivre de très près. Puis, je tiens aussi à faire état, si je peux dire, de l'importance de votre volonté de participer à la belle initiative que sont les actions concertées, puis qui permettent de rendre accessibles là, les connaissances là, au milieu de pratique puis aux décideurs, parce que je sais que ça peut être un défi pour les chercheurs, là, tu sais, c'est du long terme. Il y a les comités de suivi avec les partenaires, les formats pour les rapports, le temps, etc. Mais je sais que c'est pas facile pour vous, sauf que là, on est rendu à la 5e phase de l'action concertée thématique sur la pauvreté et l'exclusion. Puis je peux témoigner là, que le dialogue là, qu'on a avec vous tout au long de l'action concertée, là, donc le dialogue entre recherche et action, là, ça nous aide vraiment mieux comprendre les enjeux, puis à orienter là, les réponses collectives qu'on souhaite y apporter et dans un temps là, qui est conforme finalement aux politiques publiques. Donc, ben, Marie, Catherine, merci infiniment là, pour cette importante contribution. Je tiens aussi à remercier là, le Fonds de recherche du Québec pour leur soutien exceptionnel tout au long des projets. C'est vraiment très, très, très aidant. Et je me remercie aussi là, toutes les personnes là, présentes aujourd'hui pour votre intérêt pour ces travaux de recherche parce que ça nous donne le signal là, que c'est important de continuer à les financer. Donc, merci beaucoup. Merci Merci à à tous. tous. Merci à vous. Ça fait plaisir.